Il y a des vidéos qui vont surperformer, il y en a qui vont sous-performer. C'est intéressant de voir plutôt une collab sur le long terme plutôt que sur un one-shot. Le taux de clic sur une vidéo, il est en dessous de 1%. Tous les jours, il y a une vidéo qui sort avec un NordVPN en sponsor quoi. Des gens qui veulent faire sponsoriser leur mariage, qui veulent mettre un logo NordVPN sur leur caisse. J'ai fait ça il y a 2 gens chez Joyka. Sur une vidéo Trouve le gâteau avec Squeezie en guest. Où en fait Squeezie cherchait le gâteau parmi les vrais objets, etc. Pendant que Joyka faisait sa sponsor NordVPN, entrecoupé 3-4 fois. Il s'est fait défoncer dans les commentaires. Et c'est bon, ça enregistre un épisode un peu spécial aujourd'hui avec Tom Babic de NordVPN. Alors je te disais spécial en off tout à l'heure parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'inviter des entrepreneurs ou des créateurs de contenu. Alors toi, tu n'es ni l'un ni l'autre, mais on va dire dans cet écosystème de la création de contenu, de l'influence, peut-être que les gens ne te connaissent pas ton nom, ne connaissent pas ton visage, mais on va dire que tu es quelqu'un qui est assez prépondérant, assez influent justement dans cet écosystème. On va en parler tous les deux. Du coup, cette intro est beaucoup trop longue. Comment tu vas, Tom? Ça va très bien, merci Hugo. Et toi? Eh ben écoute, ça va impeccable en ce lundi matin, ce lundi 10 mars, retour de vacances au ski, pleine pêche pour faire cet épisode ensemble. Ce que je te propose, Tom, c'est peut-être déjà de te présenter et puis ensuite, je te donnerai un petit peu le parcours de l'échange que j'ai prévu, puis on poursuivra comme ça. Allez, let's go. Bah écoute, tu l'as dit, Tom Babic, je travaille pour NordVPN, Nord Security depuis 3 ans maintenant. En soi, ça fait 6 ans que je travaille dans le marketing d'influence et un peu tout ce qui va graviter autour de la création de contenu, du sponsoring de créateurs, de créatrices et même d'athlètes à l'époque. Et qu'est-ce que je peux te raconter d'autre sur moi d'intéressant? Non, j'habite dans le sud de la France, je suis en full télétravail vu que NordVPN, les bureaux sont basés en Lituanie. C'est cool de pouvoir parler à quelqu'un parce que sinon je passe la majorité de mes journées devant mon ordi à la maison. Mais bon, tu dois quand même, je suppose, quand même échanger avec pas mal de parties prenantes. De toute façon, tu l'as dit. Moi, je vais même te dire comment je t'ai connu. Je t'ai vu te faire roaster comme il faut dans une vidéo de McFly et Carlito. Je vous invite à aller regarder. Je pense que donc c'était le roast 2 de McFly et Carlito où le principe est simple en fait. C'est plein de créateurs de contenu, donc de gros youtubeurs, et le principe c'est qu'ils se roastent les uns les autres. C'est vraiment très drôle à regarder. Et là, comme NordVPN était partenaire de la vidéo, c'était, on va dire, une sponsor un peu spéciale, puisqu'en fait la sponsor c'était toi qui roastais NordVPN, donc qui lisait un texte qui avait été écrit. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo, je la mettrai, je pense, en description. Et c'est comme ça que je t'ai connu, que je t'ai contacté, et que je suis. Mais ça pourrait faire un super épisode parce que c'est vrai, on va pas se mentir, NordVPN, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la marque grâce à votre activité sur YouTube, à votre soutien pour la création de contenu et les youtubeurs et leurs grosses vidéos. Quand t'es arrivé, c'était déjà le cas ou c'est toi qui as mis ça en place chez NordVPN en France notamment? Alors, faut savoir que je suis arrivé il y a 3 ans, donc l'influence c'était déjà au cœur de la stratégie et ils en avaient déjà fait énormément NordVPN, mais il n'y avait pas de francophones à la baguette. Et c'est ça qui est fou, c'est que entre 2018 et 2022, donc ils ont fait 4 ans de marketing d'influence où ils ont quand même pris un volume de contenu assez énorme sur YouTube en France, sans francophones derrière qui géraient l'influence à NordVPN. Ils avaient énormément de relations avec les agences en France. Et donc moi, quand je suis arrivé en 2022, en fait, j'ai plutôt été dans une optique d'optimisation. Essayer d'écrémer un petit peu, et essayer de faire moins de quantité, plus de qualité, même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup de quantité. Je suis arrivé il y a 3 ans. Et l'exemple dont tu parles, McFly et Carlito, beaucoup de gens m'en ont parlé et c'est trop cool de voir ça. Dis-moi si tu veux que je te raconte l'anecdote. Ah ben vas-y, je suis très chaud et après, de toute façon j'avais prévu te demander quelques anecdotes là-dessus parce que du coup ça devait pas être évident. Alors même si encore une fois l'exercice était lire un texte, mais bon c'est jamais non plus évident quand on n'a pas l'habitude. C'est quoi l'histoire derrière ce fameux roast? En fait, le concept, c'est l'auto-roast. Donc, ils invitent des créateurs et en fait, tu lis un texte que tu n'as pas vu avant, que tu découvres devant un public, devant une audience, et tu dois te roaster toi-même. Ils cherchaient un partenaire pour cette vidéo. Donc, nous, on est en communication un peu constante avec eux, avec leur agence. Et vient ce projet et on nous dit, on cherche un partenaire pour cette vidéo. Par contre, on cherche un partenaire qui est prêt à se faire roaster. Donc, au lieu de
plébisciter la marque, de répondre aux briefs, etc., on va roaster la marque. Et on pense que vous, ça ferait du sens parce que c'est facile de roaster NordVPN du fait qu'on est beaucoup Clairement. présent et qu'on est beaucoup, voilà, visible. Euh, et en vrai, je vais pas te mentir que j'ai trouvé l'idée folle et on a dit oui dans le jour qui vient parce qu'évidemment, à valider en interne quand même pour pas faire de dingueries. Mais on a validé très vite et il a fallu en fait quelqu'un de chez NordVPN. Ils ont dit mais est-ce que quelqu'un de chez NordVPN peut venir pour ce auto-roast? Et je me suis dit ça se présente pas tous les jours des expériences comme ça, je vais y aller. Tu m'étonnes. Et ouais donc Et donc du c'était coup, voilà, marrant. en fait, le principe c'est ça, c'est de s'auto-roaster avec un texte qu'on découvre en direct. Et surtout, en fait, ce qui est drôle, il faut respecter la consigne, c'est vraiment de le lire et en fait, de ne pas réagir, c'est-à-dire de pas mettre de commentaires personnels au-dessus de ça. Et c'est en fait de tout lire comme si c'est toi en fait qui avait écrit le texte, quoi. C'est ça qui est drôle, Voilà, quoi. faut tout absorber et faut tout encaisser. Yes, donc du coup ça hyper cool. Et ça, pour revenir à ce qu'on disait, tu vois, moi je consomme beaucoup de YouTube et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une seule semaine où je ne vois pas une sponsor de NordVPN sur un YouTube. Alors encore une fois de plus ou moins grande taille, parce que là ça qu'on parle de McFly et Carlito. Tout à l'heure je parlais de Cyprien, donc là on est sur des grosses vidéos qui vont faire à coup sûr à chaque fois plusieurs millions de vues. Mais je pense que ça vous arrive aussi de sponsoriser des vidéos qui vont faire, allez, j'allais dire seulement quelques centaines de milliers de vues. Mais même plus petit, hein, en vrai. En fait, on Même plus réalise petit. pas, mais on a vraiment, enfin, la majorité des créateurs qu'on sponsorise, euh, je pense que aujourd'hui, les plus petits avec qui on travaille, sur le long terme, on est entre 15 et 20 000 vues par vidéo. Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio, quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur, tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité, il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi, tu enregistres ta voix et ton image de ton côté, ton interviewé, il fait pareil de son côté et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment, je te le garantis, la qualité, elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus, là, ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Ouais, et ça du coup c'est ce qui m'intéresse. Alors là du coup c'est plutôt ça va intéresser beaucoup les marques du coup alors qui sont plus ou moins grandes et qui s'intéressent du coup à l'influence comme canal d'acquisition parce que on va pas se mentir hein, si vous le faites depuis si longtemps, si vous mettez du coup autant de budget, c'est que ça fonctionne. Donc de toute façon ça première nouvelle même si du coup pas besoin d'être Einstein pour le deviner. Du coup bon, on va un peu faire si tu veux bien un peu le playbook du parfait head of influence d'une marque. Comment ça se passe, on va dire? On va peut-être mettre ça en 3 étapes, hein, je les ai pas encore, mais je dis 3 par principe. Je sais pas en fait comment ça va se passer en fait du sourcing, de la création de la relation avec eux, et après en fait même de la partie pricing, tu vois. Ouais. Est-ce que du coup on peut essayer de faire un petit peu le playbook du parfait head of influence d'une marque? Donc, de toute façon, l'outreach, soit
on se fait outreach par un créateur ou une créatrice qui a besoin d'un sponsor, soit c'est nous qui avons spoté un créateur ou une créatrice avec qui on ne travaille pas, avec qui on a envie de travailler. Donc déjà, ça veut dire qu'on a trouvé une petite synergie. Si on dit oui, si on est intéressé, c'est qu'on a trouvé une synergie entre le contenu et notre outil et notre solution. Ou alors entre l'audience de la chaîne et nos outils. Donc voilà, donc genre il y a ce premier pas qui est fait. En termes de pricing, c'est vrai que nous on peut s'appuyer sur énormément de données, donc des précédentes collaborations qu'on a fait. On sait à peu près par rapport aux audiences similaires, par rapport à la verticale de la chaîne, etc. On sait à peu près le prix auquel on va remplir nos objectifs de performance. Donc une fois qu'on a passé cette première étape de négociation, souvent on va faire une première opération un peu en one shot, tout simplement. On va un peu vérifier la réceptivité de l'audience, voir si elle est assez engagée, voir si ça clique, voir si ça convertit. Et suite à cette première collaboration, on va utiliser ces données pour essayer de passer sur du long terme. Parce que je pense que le playbook d'une bonne collaboration, c'est une fois passé ces premières étapes où on se cherche un peu et où on se teste. Et en fait, c'est une fois que tu es passé sur le long terme. Et là, le long terme, ça apporte énormément de tranquillité au partenariat. En fait, c'est du win-win. Vraiment, pour la marque qui cherche à faire de l'acquisition, c'est si tu as vérifié que le créateur ou la créatrice, que l'audience est réceptive, tu t'assures une acquisition un peu en continu sur le long terme. Et pour le créateur ou la créatrice, ça fait du revenu fixe qui rentre fréquemment. Et à partir de là, on peut commencer à jouer, on peut commencer à tester d'autres formats, on peut commencer à avoir un peu de flexibilité sur les deadlines, sur le brief. On peut commencer à s'amuser un petit peu autour de la création de contenu. Et là, et là pour moi, c'est la partie que moi je vais kiffer, c'est d'essayer d'un peu de co-créer en fait avec les créateurs quelque chose qui va plaire à leur audience, parce que il y a la répétition du message. En fait, NordVPN, il y a des créateurs qui en parlent depuis 4-5 ans sur leur chaîne. Mais en fait, c'est juste le fait voilà, d'essayer de s'améliorer, c'est de toujours faire un truc plus fun, toujours un truc plus digeste aussi. Ça te pousse à faire mieux, quoi, à optimiser la campagne, la collaboration. Ok, ça très clair. Alors du coup, pour rester un peu sur cette partie sourcing, donc encore une fois, je comprends bien qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, ils cherchent à monétiser leur chaîne. Donc automatiquement, ils se font une petite liste et je suppose que tout le monde appelle NordVPN et tout le monde appelle Tom Babic pour savoir si du coup tu peux financer leur projet. Comment toi, est-ce que t'as des outils? Est-ce que tu utilises vraiment juste encore une fois des KPI publics que tu vois ou que tu ressens toi pour savoir si ça peut le faire ou pas, si t'as envie d'aller vers un test? J'ai un outil que j'utilise, je leur fais un petit shout-out parce que c'est vraiment un bête d'outil pour le marketing d'influence, notamment sur YouTube. C'est un outil qui s'appelle Wisdeo. Ok. Wisdeo, qui est un outil français et en fait qui va scrape pas mal de data de YouTube pour proposer en fait, par exemple, si j'ai une chaîne qui m'outreach pour une collaboration et que je la connais pas, je vais aller taper le nom de la chaîne dans cet outil. Et ça va me sortir des stats démographiques sur l'audience, hommes, femmes, âge, localisation. Donc des stats de base, mais qui déjà peuvent être un énorme indicateur sur une potentielle performance de la vidéo par rapport à nos outils. Parce qu'évidemment, on cherche des audiences plutôt matures, qui sont sensibles à la cybersécurité. Majoritairement, donc en France, pour une chaîne francophone, c'est toujours bien d'avoir la majorité de son audience qui est en France ou en Belgique, dans des pays francophones. Ça va aussi nous indiquer l'engagement de l'audience, donc par rapport aux interactions qu'on va trouver sur les vidéos. Et ça va nous donner aussi, ce que j'adore, c'est les chaînes proches, donc les overlaps d'audience avec d'autres chaînes. Si je vois dans le listing de ces chaînes une chaîne avec laquelle on travaille, avec laquelle on performe, c'est un très bon indicateur pour moi que cette chaîne, je peux faire le test, je peux y aller et je peux... ça mérite en tout cas mon attention. Un peu comme ce qu'on appelait les lookalikes avec Facebook, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, donc là du coup une fois que t'as fait ça, que t'as les bonnes stats qui on va dire qui te donnent plusieurs plusieurs green flags justement. Après, comment on détermine le pricing? Est-ce que c'est seulement au CPM ou en fait encore une fois selon les audiences
Il y a des CPM qui sont plus ou moins chers. Comment t'arrives à le déterminer, même si je suppose qu'il y a quand même un petit peu de subjectivité dans tout ça Il y a pas mal de et de paris. subjectivité. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de subjectivité. Après, comme j'ai dit, nous, on a la chance d'avoir fait énormément de collaborations par le passé. Donc, même moi, quand je suis arrivé chez NordVPN, je pouvais déjà m'appuyer sur ce que la boîte avait fait 4 ans auparavant, et la performance que ça avait engendré à l'époque. Donc, par exemple, si j'ai une chaîne qui fait du divertissement, donc grand public, on va dire, je vais pouvoir m'appuyer sur le reste du divertissement que j'ai fait, que la boîte a fait auparavant. Et on essaye de déterminer pour un premier prix, on essaye de déterminer pas trop par rapport au CPM, mais oui, on fait la moyenne des vues sur les dernières vidéos et on voit au CPM auquel ça a performé dans d'autres chaînes similaires et on va essayer d'appliquer ce tarif-là. En France, je pense que dès qu'on est dans du grand public, genre dans du sport, dans du divertissement, dans du gaming, je pense qu'on est dans des CPM aujourd'hui entre 15 et 25 euros. Ok. Certaines agences me riraient au nez en disant ça, parce qu'évidemment leur but c'est de commercialiser certains talents plus chers. Mais nous, en termes de performance, je trouve que c'est un bon ballpark de tarifs pour ces verticales-là. Après, évidemment, quand tu vas parler à une chaîne qui a une audience très niche, je sais pas, par exemple des chaînes crypto, évidemment que le CPM est pas le même et que là, ça peut monter très vite, quoi. Et là, en fait, Oui, parce que là, on est sur une audience qui est vraiment très NordVPN friendly, quoi. Ouais, exactement. Ben là, on peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Mais ouais. Mais en vrai, tout dépend de ce premier test. Parce que là, je dis des généralités. Mais si au bout du premier test, il n'y a pas de réceptivité de l'audience, tout peut s'arrêter là, quoi. Il Ok. n'y a pas de vérité générale, en fait. Et quand tu fixes un prix, on est que au fixe upfront, où il y a aussi une partie variable en fonction de la sous-performance ou sur-performance justement de la vidéo. On fait pas mal de formats de rémunération. En effet, il y a des formats plus variables, avec par exemple des paliers de vues où tu unlock des bonus, etc. Moi, je t'avoue que je préfère le plus simple. Je préfère aller sur un tarif fixe sur le long terme. Parce qu'en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est qu'il y a des vidéos qui vont surperformer, il y en a qui vont sous-performer. Et moi, c'est intéressant de voir plutôt une collab sur le long terme plutôt que sur un one-shot. Le one-shot, c'est vraiment juste un indicateur au début pour moi. Et du coup, tu les payes à la vidéo, ou alors en fait, c'est encore une fois au CPM et c'est non, parce qu'en fait, je dis des bêtises parce qu'en fait, une vidéo, elle peut encore faire des vues un an plus tard ou quoi. Donc en fait, non, tu dis, ce projet-là, le budget, ça va être X et on négocie en fait avant de tourner, quoi. On négocie avant de tourner. On fait des formats au CPM, hein, on fait des formats aux variables. Mais comme je dis, moi, ce qu'on privilégie, c'est vraiment avoir un fixe qui, comme tu le dis, va être très avantageux sur le long terme, puisque le contenu YouTube, c'est un contenu qui performe dans le temps. Ok, non mais écoute, hyper clair de ce côté-là. Et du coup, quand on est côté plutôt créateur de contenu, on va dire selon toi en fait, à partir de quand, alors c'est une question sûrement un peu bête, mais je vais faire exprès quand même de la poser comme ça. En fait, à partir de quel moment, d'après toi, on peut commencer à se permettre de contacter des marques pour demander des financements, pour demander du sponsoring. Je dis que la question est bête parce qu'encore une fois, il y a même des gens qui font peut-être 1000 vues par vidéo, mais qui vont en fait offrir un package et qui vont vendre aussi de la newsletter, de l'Insta, du LinkedIn ou autre. Mais quand même, si on peut donner un peu une moyenne, en fait, toi, à partir de quel moment tu commences à parler avec les créateurs? Je vais parler pour un YouTuber qui veut uniquement faire du YouTube. Parce que c'est vrai que t'as raison, pour le reste, il y a des créateurs ou des créatrices qui font des petites stats sur YouTube, mais qui vont te vendre des packages avec d'autres livrables sur d'autres plateformes, etc. Si c'est uniquement YouTube et que tu veux commercialiser uniquement une vidéo YouTube, il y a des marques, comme moi, comme toutes les marques qu'on voit un peu sur YouTube qui sont orientées performance, qui vont être intéressées à partir du moment où tu fais des vues stables à 15-20 000 vues. 15-20 000 vues stables. Donc oui, c'est important quand même qu'on puisse voir dans le temps que voilà, il y a une audience qui est stable et qui est là, quoi. Tu peux commencer à aller chercher des partenariats sans problème, ouais. Ok, ça c'est hyper clair. Et vous,
quand vous fixez vos prix, c'est-à-dire qu'en fait, vous, par rapport à une audience et par rapport en fait à un nombre de vues qui peut être envisagé, du coup, vous, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu envisages du coup un trafic, un nombre de sign-up et un nombre de conversions. Je sais pas si, du coup, qu'est-ce que tu traques, qu'est-ce que tu ne traques pas. Et toi, en fait, là-dessus, je suppose que vous êtes pas là pour faire seulement de la brand awareness. Toi, t'es là pour faire de la conversion. On est d'accord? Grave. Grave, grave, grave. Le mot brand awareness, il est très peu utilisé en interne. Mais donc oui, en fait, on va traquer utilisation du lien en description et du code promo, le nombre de clics, le taux de conversion, les conversions. Voilà. Et on va déterminer Et donc un ROAS par rapport à tout ça. pour qu'on se rende compte, alors encore une fois, du coup, sans rentrer dans les détails et donner des noms ou quoi, euh, mais en fait, qu'on se rend compte, par exemple, une vidéo, je vais dire une bêtise, qui fait 1 million de vues. Chez vous, ça génère. Alors, on va pas parler des conversions parce que ça, je suppose que c'est confidentiel. Mais par exemple, est-ce que tu peux donner par exemple, le nombre de clics parce que j'arrive pas à me rendre compte, en fait, à quel point les gens qui voient une pub, du coup, cliquent là-dessus. Je sais pas En si tu vrai, peux c'est donner une très moyenne très. là-dessus ou si c'est compliqué de donner ça. T'as raison, c'est une bonne question parce que en fait, moi, à chaque fois, on me dit NordVPN, comment vous faites pour marcher? On vous voit partout. Y a moi je skip. En fait, tous les gens qui consomment du YouTube beaucoup vont skipper toutes les pubs. Et ça, c'est vrai. Au moment de l'intégration, au moment de la prise de parole sponsorisée dans une vidéo, on perd 50% des gens dans le watch time. Ça, c'est garanti. Mais en fait, le taux de clic sur une vidéo, il est en dessous de 1%. Mais après, enfin, et encore une fois, c'est là que tout dépend. En fait, et en plus, tout part aussi du fait que c'est notre produit. Notre produit, ça fait 7 ans qu'on le matraque sur YouTube. Ça fait 7 ans que les gens en entendent parler. Et c'est pas, mais par contre, c'est pas un produit dont tu auras besoin après en avoir vu la pub ou le passage sponsorisé. C'est un produit où à un moment donné, t'en auras besoin plus tard et tu vas revenir à ton créateur ou ta créatrice préférée qui en a parlé dernièrement. Donc en fait, même moi, mon taux de clic, qui est inférieur à 1%, il est même pas, il est même pas révélateur de la puissance de l'influence et du marché au Parce qu'ils final. cliqueront peut-être plus tard. En fait, encore une fois, Parce- vous, votre but, alors on va pas parler de brand awareness, mais ouais. en fait, si vous faites ça, c'est pour rester top of mind. Et c'est vrai que moi, tu me dis aujourd'hui, c'est qui les concurrents de NordVPN, et je dis pas ça parce que t'es l'invité, mais j'avoue que je saurais presque même pas te dire qui. En fait, tellement je n'ai que NordVPN en tête parce que je suis un gros consommateur de YouTube et que du coup, je vous vois toutes les semaines depuis des années en fait, quoi. Ben ça c'est marrant parce que c'est Et je suis vraiment pas c'est cette client, période tu où vois. moi j'étais pas chez NordVPN, c'était Mm. vraiment 2019-2021 où il y a eu énormément de contenu euh, et il y a eu cet effet mercurochrome en effet NordVPN, VPN dès que tu penses à un VPN, voilà. Et donc c'est hyper bénéfique pour rester top of mind aujourd'hui. Et à la fois, ça a été un peu, voilà, on a eu une mauvaise perception de la part de l'audience, de la part des consommateurs de YouTube, du fait de cette trop grosse présence, quoi. Ok, et pareil là pour se remettre du coup encore une fois côté marque, une marque voilà qui se dit bah cette année on va se lancer enfin ou on va accélérer sur l'influence sur YouTube. C'est ça que là, on parle de YouTube depuis tard, mais après je te demanderai si tu fais autre chose que YouTube. Euh, Aujourd'hui, en fait, comment tu leur conseillerais de s'y prendre? Est-ce qu'il faut directement qu'ils aillent voir, on va dire, j'allais dire les grosses agences, mais même en fait, je sais même pas si on appelle ça les agences quand on parle des bumps, des Webedia ou quoi. En fait, c'est ces gens-là qu'il faut aller voir en priorité. Tout dépend de ton objectif. Et puis après, et tout dépend du type de produit, du type de marque que tu es. Parce que aujourd'hui, je vois des annonceurs beaucoup plus traditionnels arriver sur le marché de l'influence et arriver directement chez des Webedia, des bumps, comme tu dis, sur des énormes projets. Des projets très orientés branding et brand awareness. Si c'est ça ton objectif, en effet, c'est à cette porte-là qu'il faut aller taper. Si tu as plutôt un objectif de performance dans un premier temps et que tu veux commencer petit et scale derrière, moi, j'ai des très bonnes relations. En fait, il y a beaucoup de créateurs ou de créatrices qui vont gérer qui vont gérer leur partenariat en direct avec les marques ou alors avec un manager et un agent. Pour moi, si tu veux vraiment, enfin, si t'es orienté performance, va le plus en direct possible. Parce que l'influence, c'est encore un peu la jungle. Ça l'était beaucoup à l'époque, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais ça l'est encore un peu. Et il y en a qui vont marger.
Ouais, donc en fait, il y en a beaucoup de gens qui bouffent sur la corde à linge, on va dire. Ouais, exactement. Donc si t'es une boîte qui veut tester l'influence pour de l'acquisition en tant que levier d'acquisition, euh, cherche le créateur ou la créatrice qui a une très bonne synergie avec ton produit ou tes solutions. Euh, enfin, c'est un peu du flair, c'est un peu subjectif aussi, comme tu dis. Euh, et voilà, essaye de créer cette connexion avec l'audience, essaye d'aller chercher le plus en direct possible pour essayer, encore une fois, d'avoir le meilleur prix possible, qui soit aussi évidemment pertinent pour le créateur ou la créatrice. Hein. On est là pour rémunérer correctement aussi. Euh, mais voilà, c'est mon conseil. Et du coup, alors là, petite question technique, parce que toi, je sais pas d'ailleurs si tu connais le chiffre, mais tu as dû travailler sûrement à date avec des centaines de créateurs. Est-ce que tu utilises un CRM ou est-ce que t'as un vieux Google Sheet qui traîne ou quoi? En fait, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Parce que c'est vrai que souvent les gens utilisent un CRM pour leurs clients, mais toi, en fait, les créateurs de contenu, c'est pas tes clients, c'est ta supply, en fait, c'est ta supply chain, quoi. Comment tu fais, toi, pour t'en sortir dans tout ça? Dans toutes ces relations et Euh, dans ton planning même, tu vois? Dans la boîte, on utilise Salesforce, Ok. contrat, euh, gestion de campagne, etc. Mais j'ai un vieux Google Sheet. Ah, J'ai- on a du mal à s'en dépêtrer de ces Google Classic Sheet, hein. Ouais, de fou. Mais en vrai, il marche bien le mien. Je suis content. Hein. Je le mets à jour régulièrement. Il est ouvert tous les jours. Et avant, j'étais sur Notion. Et puis, Ce que j'allais te dire, Notion, c'est quand même mieux là-dessus, non? ouais, Notion, c'est quand même mieux. Le truc, c'est que moi, ça bouge trop vite en fait les choses. En fait, Notion, je le trouve un peu plus chronophage que en termes de mise en page, etc. Parce qu'après, bon, je suis pas un fou de l'automatisation pour le moment. Ok. Euh, Il faut. il faut, en effet. Donc j'ai toujours ce vieux Google Sheet, je te confirme. Ok, non, non, mais écoute, très clair, parce que tu sais, bah, en plus, c'est marrant que tu parles de Notion, parce que tu vois, moi qui suis plutôt dans le monde de l'influence, mais donc du coup plutôt sur LinkedIn, Notion, on les appelle les NordVPN de LinkedIn, tu vois, parce que Ah ouais, ouais, c'est eux qui arrosent le plus, voilà, donc c'est marrant qu'on parle, ok. qu'on parle d'eux. Et alors attends, et pareil, j'avais une petite question là, c'est un peu pour l'anecdote. Est-ce qu'il existe quelque part un groupe WhatsApp où il y a que des Tom Babic dedans, donc il y a les gens de Oli, Ah, de AirUp, de Colgate, attends, c'est qui de tous les gens qui Display, déjà InnoShield. voilà tous ces gens-là. Est-ce qu'il existe un groupe WhatsApp où vous vous parlez entre vous, vous comparez les prix, vous vous aidez, est-ce qu'il existe ce groupe WhatsApp? Écoute, je vais pas te mentir, il n'existe pas, mais par contre, Il on a des faudrait qu'il relations. existe. Hein? Il faudrait qu'il existe. Il faudrait qu'il existe, mais par contre, on a évidemment qu'on a des relations entre marques. Moi, je connais les gars de chez Oli Energy, Revolut, Igral. On parle assez souvent, mais il faut pas oublier un autre truc aussi, c'est que donc oui, on s'entraide parce qu'en fait, on est tous des marques orientées performance dans un milieu qui se professionnalise énormément où il y a beaucoup d'annonceurs traditionnels qui arrivent. Donc on est un peu en train de se serrer les coudes. Euh, mais par contre, ça reste des concurrents indirects parce qu'au final, on est tous là pour des slots de chez certains créateurs. Si t'as un créateur qui fait une vidéo par mois, il en a 12 dans l'année. Euh, Au Bonjour final, Cyprien, hein, par comme exemple, exactement. Cyprien. Donc au final, t'es plus en compétition avec les autres acteurs de la cybersécurité ou du VPN. T'es en concurrence avec tous ceux qui font du marketing d'influence. Mais du coup, c'est parfait parce que ça fait la transition nickel pour la prochaine question que j'allais te poser. Justement, tu vois, par exemple, bah, un Cyprien, alors, par exemple, sa dernière vidéo qui est sortie là, où c'est si le président était un YouTuber numéro 2, c'est vous, non? Non, c'est Oli. Ah, c'est Oli, exactement, et t'as raison. Nos chers Oli qui m'ont bien aidé ce matin, parce que j'ai fait une petite insomnie. Petit truc caféiné m'a bien aidé. Comment vous faites justement en fait quand il y a est-ce qu'ils font en fait comment ça se passe? C'est des sortes d'appels d'offres. Ils disent bah moi j'ai tel projet, on va le tourner là dans un mois et il va sortir dans 2 mois. En fait comment ça se passe? Eux ils arrivent en disant bah nous on a besoin de temps parce que eux ils savent qu'ils ont tel budget qu'ils veulent faire telle marge et vous dites oui non. Comment ça se passe un peu ces tractations là? Parce que je suppose qu'en fait à chaque fois ils vous mettent pas que vous dans la boucle. Ah ouais, ouais, bah de toute façon, ils ont, à mon avis, en fait, on a une relation, donc ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc on a une relation on s'envoie des messages assez régulièrement.
début de l'année, à la rentrée, tout ça. Alors, c'est quoi vos prochains projets, vos prochaines vidéos? Essayer d'avoir la vidéo qui... Après, voilà, c'est là que tu essayes de piffer un peu, de dire ah, cette vidéo, je pense qu'elle va bien performer, ou alors cette vidéo, elle fit très bien avec mon produit. Euh, et je pense qu'ils font la même chose avec plusieurs marques. Donc, il y a plusieurs marques qui leur demandent. Et en effet, ils ont un prix en fonction de leur coût de production, en fonction de la marge qu'ils aimeraient se faire. Euh, et c'est au plus rapide derrière. Est-ce que c'est au plus offrant? Est-ce qu'il y a un système d'enchères un petit peu ou de poker menteur qui se joue entre les marques? Entre justement entre les créateurs ou leurs agences de production et du coup et vous les sponsors. Bah, de toute façon, une fois que c'est signé, après, c'est dur de revenir en arrière, j'ai envie de te dire, même si t'as une meilleure offre. Euh, mais oui, évidemment que il va y avoir un système d'enchères. Après, moi, je t'avoue qu'on m'a jamais proposé un prix où j'ai matché ce prix et on m'a dit, ah, au final, c'est plus. Ah oui, donc en fait c'est ça. Eux ils arrivent avec un projet en disant le target c'est ça. Le target, c'est ça. Mais je pense pas qu'il y ait un système. Après, tu vois, moi, l'avantage qu'on a, encore une fois, c'est qu'on travaille avec énormément de gens sur le long terme. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lock un nombre de vidéos sur une période. Ok. Et en fait, on va tout simplement... en fait, on sait... Et du coup, c'est bien pour les créateurs, les créatrices et pour nous. On sait qu'on aura ce nombre de vidéos et eux, ils savent qu'ils ont ce nombre de vidéos qui vont être rémunérées tant, etc. C'est contractuel? Hmm. C'est contractuel ou c'est un gentleman agreement en début d'année? Non, c'est contractuel. Ça finit par être contractuel. Après, c'est vrai qu'il y en a certains, c'est plus. Oui, oui, on va travailler ensemble cette année. T'en fais pas, on va trouver un projet, on va trouver le truc. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la vidéo ou on met pas en place de contrat, quoi. Ça dépend. En vrai, c'est tellement au cas par cas. Je te cache pas. Ok. Mais du coup, tu vois, tu parlais on lui envoie un petit message ou quoi. Toi, tu disais que t'étais dans le sud de la France, ça, que la plupart ils sont sur Paris. Du coup, moi, je t'imaginais être tout le temps sur Paname, du coup, à faire le tour des agences, des youtubeurs. Parce que du coup, comme tu le dis, en plus là, il y a de plus en plus d'annonceurs traditionnels. Tu vois, moi, on l'a vu là, j'ai vu dans une des dernières vidéos de Squeezie là où ils font le date là, il est avec Inox. Je sais plus, il y avait Amine ou quoi, bon bref. Je crois que c'était Colgate là qui avait le sponsor. Ouais. Très malin d'ailleurs au passage, où il avait fait le sponsor, où il faisait une partie de la sponsor, ça revenait au direct, une partie de la sponsor, ça revenait au direct. Du coup, les gens pouvaient pas skipper. Mais bref, donc du coup, il y a de plus en plus de comment? Tu veux que je te raconte une anecdote sur ça parce que ça m'a Vas-y, chaud. un peu tilté. Mais en gros, donc il fait ça, Squeezie, là, avec sa sponsor Colgate. Il fait donc, en effet, il fait sa sponsor entrecoupée de passages de la vidéo. Ce qui fait que pour le watch time, bah, c'est mieux en fait. J'ai fait ça il y a 2 ans chez Joyka. Sur une vidéo Trouve le gâteau avec Squeezie en guest. Où en fait Squeezie il cherchait le gâteau parmi les vrais objets, etc. pendant que Joyka faisait sa sponsor NordVPN. Donc entrecoupé 3-4 fois. Il s'est fait défoncer dans les commentaires. Ah oui, ok, putain, les bâtards. Et là, Les gens, aujourd'hui, ils veulent vraiment du gratos, mais ils veulent pas que les gens gagnent leur vie, quoi. Et là, 2 ans plus tard, Squeezie le fait, et sur LinkedIn, tout le monde crie au génie. Alors que, en vrai, enfin, ça se fait depuis un moment. MrBeast l'a fait il y a 3 ans. Enfin, MrBeast a commencé je sais pas si c'est lui qui a commencé, mais il a fait ça il y a 3 ans sur une grosse vidéo, et depuis, ça arrive petit à petit ici. Mais ça, c'est la bataille du watch time. Ça, c'est nous, c'est notre, peut-être, aujourd'hui, les gens, ils skippent trop facilement les intégrations. Donc, en fait, on est obligé de trouver des nouveaux formats pour faire passer notre message ou pour que nos campagnes soient vues, quoi, tout simplement. Et ça, c'est marrant, tu parlais de MrBeast. Du coup, toi qui es encore une fois dans ce milieu-là, alors même si t'as sûrement pas l'info peut-être exacte, mais pour toi, une vidéo de MrBeast qui fait quoi? En moyenne, ça fait quoi? 50 millions de vues? Non, peut-être plus, moins, je sais pas. Plus, Ouais. mais... Il va souvent à 100 hein, plus, même. Hein. Ah, il faudrait regarder ça, mais oui, on approche des 100 en moyenne de vues. Et à ton avis, une vidéo de MrBeast, quand il y a un partenaire dedans, ça lui coûte combien? Alors, Ça doit être MrBeast, il délirant. avait fait un tweet un jour pour le Super Bowl où il avait dit 30 secondes de commercial au Super Bowl, c'est 7 millions de dollars pour le même prix. Alors, et après, il avait comparé avec le nombre de viewers. Donc, le nombre de viewers, c'est quoi du Super Bowl? C'est Je crois que c'est 150 millions, non? 150 Non, millions. bah non, ce que je raconte, c'est bien plus. C'est genre, c'est 700 ou 800 millions. En gros, il avait comparé, et il faudrait retrouver ce tweet parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais en gros, il avait comparé, il avait dit que par nombre de vues,
il était moins cher qu'une pub au Super Bowl, donc il invitait Ouais. les marques à plutôt se rapprocher de lui plutôt que de prendre une pub au Super Bowl. Donc si mes souvenirs sont bons, on parlait de 7 millions de dollars, donc peut-être que c'est en effet ce qu'il demande pour une inté de 60 secondes sur sa chaîne. Ah putain, ça paraît complètement délirant, mais en même temps, je crois que quand tu regardes que je crois que la boîte de MrBeast, elle a été valorisée là à 2 milliards ou un truc comme ça, en vrai, c'est pas si étonnant, quoi, tu vois. Il faudrait voir ce que ça fait au CPM, je me suis jamais posé la question, je t'avoue. Et parce que toi, tout à l'heure, tu disais donc, tu disais environ une vingtaine d'euros au CPM. Donc de toute façon, les gens pourront aller faire le Ouais, calcul de alors combien ça vaut une vidéo d'un Squeezie, d'un McFly et Carlito et qu'on sort. Maintenant, ma question, c'est toi, comment ça se passe? Parce que du coup, je suppose que NordVPN, c'est une grosse boîte, donc on te donne un budget pour la France à l'année. Comment tu fais ça pour le gérer et par exemple pas avoir tout cramé au bout de 2 trimestres? Ben non, en vrai, je t'avoue que ça c'est plutôt ok parce qu'en fait la façon dont le budget sera dispatché va dépendre presque uniquement des gros créateurs avec lesquels on travaille. Donc quand tu travailles avec des Squeezie, des McFly et Carlito, des Amixem, des Seb, des Joyka, etc. Il suffit bien de les dispatcher dans l'année eux, et derrière toute ta stratégie s'articule autour de ces sorties-là, quoi. Ok, donc ça Euh, c'est quand même 80% de ton trafic de l'année, quoi. C'est cette dizaine de très gros créateurs, quoi. je t'avoue que je sais pas exactement combien de pourcentage ils représentent, mais je pense qu'il y a une dizaine de créateurs qui vont représenter plus de 50% du trafic en effet. Ok, ouais, donc c'est quand même, ça laisse quand même de la place. Tu vois, est-ce Ouais. que tout à l'heure, je sais pas si tu m'as répondu, du coup, à l'année, tu travailles avec combien de créateurs différents? En effet, c'est très compliqué à dire. Bon, on est plus Je près des pense qu'on 100, nous on est a, plus près des 1000. non, non, non. En vrai, parce que nous, il y a beaucoup de répétitions. Euh, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de créateurs qui font 5-6 vidéos NordVPN dans l'année, par exemple. Donc en fait, on est plus proche des 300 créateurs dans une année. Ouais. Mais ça veut dire que quasiment tout, ça veut dire qu'en fait, quasiment tous les jours, il y a une vidéo qui sort avec un NordVPN en sponsor, quoi. Ah, bah, plus même. Ah ouais, donc, ah oui, parce que oui, parce que tu disais 300 créateurs, mais il y en a, la plupart ont 3, 4, 5, 10 vidéos, quoi. Ouais, exactement. Et puis sans parler des plus petits créateurs qui eux, parce on a aussi une logique d'affiliation où il y a certains petits créateurs qui vont positionner NordVPN littéralement toutes les semaines. Quand qui font Ok. une vidéo par jour, tu sais, ce genre de créateurs. Est-ce que c'est toi aussi qui gère l'affiliate programme sur la Non, France? ça, on a un affiliate manager qui va gérer l'affiliate programme pour les plus petits créateurs et aussi pour la partie média. Euh, mais voilà, quand tu regardes sur YouTube, en termes de contenu sponsorisé, ça en fait partie en fait, ça rentre dedans. Voilà. Et ça, du coup, tout à l'heure, en fait, j'ai commencé à poser la question, mais comme j'ai la fâcheuse tendance à poser 3 questions dans la question, du coup, des fois, il y en a qui partent à la trappe. Toi, du coup, à part YouTube, tu as d'autres canaux. Je sais pas, est-ce que tu es également sur Twitch, sur Insta, TikTok? Est-ce que tu fais des choses sur d'autres plateformes? On teste tout. Euh, En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que pour NordVPN, déjà, attends, laisse-moi rephraser ça. Déjà, NordVPN, on est sur un produit qui est un peu technique, pas très sexy, qui est pas un produit physique, qui est un produit dématérialisé. Donc en fait, on a remarqué que le format court, c'était très très compliqué de performer. Non seulement ça, mais en plus, le tracking sur le format court, et enfin voilà, il n'y a pas de lien cliquable, etc. Ah, il faut donner des codes, quoi. Euh, Et encore, ouais, voilà, je c'est peux tellement partager un code volatile. Ouais. Donc en fait, on a remarqué qu'avec NordVPN, et puis un autre facteur qui est hyper important pour moi, c'est que en termes de temps, ça demande les mêmes ressources de temps de contractualiser, briefer, vérifier un contenu sur un format court et un format long. Or, le format long, comme on a dit tout à l'heure, il a une portée dans le temps qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus profitable à la fin. Donc après, il faut aussi allouer son temps. Donc format court, on a arrêté, on a testé 2022-2023 notamment. Et là aujourd'hui, on se tourne plutôt vers les podcasts, podcasts audio, et on garde Twitch. Twitch, c'est un peu au cas par cas, mais on a de l'activité sur Twitch en continu.
Et par exemple, en podcast audio, vous avez fait quoi là? C'est vers quel type de podcast? Je sais pas. Vous avez été sur Legend, sur. Je crois que t'as pas fait Génération Do It Yourself, hein, qui est plutôt de notre écosystème. Je sais pas si je l'ai entendu, si je l'ai entendu récemment. Parce que pour pas te mentir, le podcast en France, parce que on a des success cases de podcasts qui marchent très bien hors France, en Europe notamment, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Mais le marché est un peu plus saturé là-bas. Donc en fait, les prix sont plus bas. Ah oui. Voilà. En France, je trouve que le podcast audio, il est quand même relativement jeune. Et on est dans un marché fermé, marché francophone, oblige la langue. Donc les opportunités restent encore un peu chères, je t'avoue. Les CPM, tu peux très vite aller à 90 balles hein, sur du podcast business et tout. Hein. Voilà, t'as tout dit. Donc du coup, toi qui es habitué à le payer 20 balles, ça doit te faire mal, quoi. Ah, c'est compliqué. Après, c'est de l'audience plus qualifiée, quoi. Après voilà, c'est des audiences plus qualifiées. Le podcast, c'est un autre format. T'es peut-être beaucoup plus focus et t'as une une capacité d'achat qui est beaucoup plus importante quand t'écoutes un podcast, peut-être. Donc c'est à tester. On a testé, donc on a dit Legend. Après, on a fait plein de podcasts différents. Je pense à La Rue d'écran large que j'aime beaucoup, qui parle de cinéma. Et voilà, il faut juste trouver le bon format. Et on teste encore là. On teste encore pas mal de trucs. Ok. Et du coup, est-ce que vous faites aussi les formats écrits? Donc, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, des newsletters, des blogs. Est-ce que vous faites ce genre de choses aussi? Alors moi, NordVPN, je suis plus focus B2C. Donc ça va pas être mes. Ça reste des gens, hein, les gens qui sont sur alors, LinkedIn et. Mais on a ça des reste outils des gens qui sont beaucoup plus pertinents. Donc par exemple, gestionnaire de NordPass. mot de passe, etc. Donc en fait, nous on est en train de bosser avec NordPass là. Du coup, c'est toi qui m'as fait la passe D en plus. Donc merci à toi encore. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pertinent pour ces outils. Et en fait, comme je t'ai dit, il y a aussi il faut allouer son temps et aujourd'hui contractualiser, briefer, vérifier un contenu, peu importe la plateforme, peu importe le format, ça me demandera la même énergie et le même temps qu'une vidéo YouTube qui va faire 1 million de vues. Clairement. Non, clairement. Tom, je pense qu'on a fait quand même un bon tour sur tout ça. Je sais pas, alors du coup, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais ça que je sais pas, est-ce qu'il y a pas une petite anecdote, un petit truc sympa qui pourrait intéresser l'audience que tu pourrais nous dire? L'anecdote que tu racontes à tes potes en soirée. Ah, en vrai, moi j'adore les anecdotes. J'ai un dossier pépite dans ma boîte mail où c'est vrai que je reçois pas mal de dingueries, des gens qui veulent faire sponsoriser leur mariage, qui veulent mettre un logo NordVPN sur leur caisse pour la laisser parce qu'ils habitent dans une région très densément peuplée. J'adore. J'ai des propositions de fou. Des soirées de BDE, des trucs comme ça. Bref. Non, un truc intéressant. Moi j'adore dire. Qu'à l'époque c'était la jungle quoi, et que en fait quand je suis arrivé chez NordVPN, j'ai repris pas mal de choses en direct pour comme j'ai dit, genre optimiser les campagnes, optimiser les relations qu'on avait avec les influenceurs et les créateurs de contenu. Et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément d'agences qui étaient très malveillantes quoi, qui margeaient vraiment très fort, qui disaient pas la vérité aux influenceurs, qui payaient les influenceurs extrêmement tard, alors que nous on respectait nos engagements, on les payait dans les délais. Donc faites attention à vous quoi. Si vous êtes une marque ou un influenceur dans le milieu, les gens de confiance et essayez d'aller le plus en direct possible. Le message est passé. En tout cas, merci encore Tom d'avoir joué le jeu encore une fois du podcast. Je pense que c'est peut-être pas quelque chose dont tu as forcément l'habitude et que tu fais peut-être pas toutes les semaines, donc c'était cool. Écoute, ravi que ça soit chez moi. En tout cas, t'as été hyper transparent, t'as donné beaucoup de data, beaucoup de bons playbooks, que ça soit du coup pour les marques ou pour les créateurs de contenu. En tout cas, merci Tom. Toi, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on te retrouve? Plutôt, je sais pas, plutôt sur LinkedIn, plutôt autre part, ou on te laisse tranquille, on te contacte pas. Non, en vrai, LinkedIn, c'est la bonne plateforme. Je traite mes messages sur LinkedIn 1 fois par semaine. Voilà. Écoute, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup Tom, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Merci à vous tous et vous toutes encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur le podcast. Je vais faire les petites mentions légales de fin. Évidemment, si vous êtes sur YouTube,
un petit like, un petit abonnement, très important pour nous pour le référencement de la chaîne. Si vous êtes en audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast et consorts, ça vous prend 2 secondes, 5 étoiles, hyper important pour nous, pareil pour le référencement. Et sur ce, je te remercie encore une fois Tom, merci à toutes et tous et à bientôt dans la Chapelle Radio. Je vous embrasse et ciao.